Nous poursuivons notre étude sur l'église Saint-Hébert de Bléhary, œuvre de Henri Lacoste, architecte tournésien. Voyons ensemble les différents projets. Premier projet, 1919. On le voit d'emblée, l'église que nous connaissons maintenant n'est pas celle prévue dans les plans initiaux. Elle est plutôt le résultat d'une épuration progressive dans une recherche de simplicité et de dépouillement. Dès le départ, toutefois, les lignes générales sont fixées, grande nef et clocher séparés. Le vaisseau est long, le chœur est en demi-cercle, il est accompagné de deux autels latéraux face au public. Ce qui surprend également dans ce premier avant-projet est la multiplicité des gradins. Aux façades, aux toits, aux fenêtres, tous ces gradins portent des boules. Le toit au-dessus du transept est plus élevé. Le chœur s'appuie sur de puissants contreforts. La flèche est relativement courte. Par contre, le clocher possède déjà sa saignée verticale, mais il est ceinturé par des cordons horizontaux. Enfin, une statue de la Vierge à l'Enfant est posée à la base de la tour. En 2006, j'ai eu l'occasion d'interviewer M. Denis Lacoste, fils de Henri Lacoste. Celui-ci a énoncé que son père, durant la Première Guerre mondiale, avait subi l'influence des églises de Flandre. On peut dire aussi qu'il a pu être influencé par l'architecture bretonne, ne serait-ce que par la chaire de vérité extérieure que nous verrons par la suite. D'autres y voient aussi l'influence de l'architecte Joseph Madeline avec lequel Henri Lacoste a travaillé. Deuxième projet, 1923. On l'a dit, les choses traînent, et si le premier projet date de 1919, le second, quant à lui, est donc de 1923. Entre-temps, Henri Lacoste a participé à une campagne de fouilles à Delphes. Il est aussi nommé en 1923 professeur d'histoire de l'architecture à l'Institut supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie à Bruxelles. C'est dire en d'autres termes que sa carrière professorale se dessine. Avec ce second projet, fini la débauche de gradins et de boules, des lignes droites et un affinement de tous les détails. Le clocher trouve de la grâce. On trouve quand même toujours les trois parties de la flèche en forme de cloche. On a aussi une tour octogonale et un lanterneau. Le pignon est tout en ligne. Il reçoit une frise d'agneau au palmier qui monte vers le faîte du pignon. Le vaisseau est moins long, 16 mètres x 25 mètres 50. C'est vraiment maintenant qu'on voit apparaître les grands arcs de béton et le chœur est devenu rectangulaire. Une statue de Saint-Joseph est prévue, portée par une grosse colonne au chapiteau sculpté. À l'extérieur, le grand toit couvre toute la nef, des lucarnes vont en diminuant de taille. Quelle serait donc la philosophie sous-jacente ? Pour Lacoste, être en présence de Dieu procure une joie irrépressible. L'auteur privilégie ce sentiment et l'Église y répondra. C'est vrai, elle est claire, elle est gaie, le jour y entre à plein. Les vitraux, justement, participent de leurs longs traits de lumière colorés. La nef, si dépouillée, et le jeu des grands arcs concentrent toute l'attention sur l'autel. On notera également l'éclairage artificiel qui est assuré par des rangées de lampes pendant du plafond au bout de longs fils dont la longueur est tempérée par des sphères de métal cuivré. Dans une troisième séquence, nous verrons les relations, parfois tendues, entre l'abbé Druet et Henri Lacoste.